rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cinéaste français qui malheureusement est décédé récemment, le 25 mars 2021 pour être plus précis. Il s'appelait Bertrand Tavernier, et quand on dit son nom, Tavernier, eh bien son nom est connu tout partout, que ce soit en France, dans l'Europe, en Afrique, dans le monde entier, partout. Beaucoup de gens, le jour de sa mort ou au lendemain de sa mort, ont parlé de cet homme, de par sa cinéphilie, surtout, mais aussi par sa réalisation, mais surtout par le fait que c'était quelqu'un qui avait une capacité de transmettre une certaine histoire du cinéma, mais aussi les pans du cinéma français. Et quelques-uns ont parlé, bien évidemment, de son travail en tant que cinéaste, un travail important, fondamental, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais quand même c'est un travail qui mérite et qui est questionné, étudié, qui mérite encore de l'être. Et c'est vrai que moi, je voulais absolument, chez Microciné, on va dire, axer cette conversation autour de son travail de cinéaste. Ça m'intéresse énormément. En plus de cela, quand on connaît un peu le cinéphile, ses goûts de mise en scène, ses goûts aussi dans un certain cinéma, eh ben on retrouve cela un peu dans ses films. Donc il y a quelque chose d'assez logique, il y a une continuité. Et pour cela, j'ai demandé à Thomas Pillard, maître de conférence en cinéma et audiovisuel à la Sorbonne, qui avait écrit un livre, un essai sur Un dimanche à la campagne, qui est un film qui est personnellement mon film de chevet dans l'œuvre de Bertrand Tavernier. Et je l'ai contacté, il a dit oui, ça a mis du temps bien évidemment, parce que c'est quelque chose qui se prépare, et je voulais avant tout, avant de le saluer, le remercier énormément d'avoir accepté cette interview. Bonjour Thomas, comment allez-vous ? Bonjour Samir, écoutez, je vais très bien et je suis absolument ravi d'être là, de parler de Tavernier, de lui rendre hommage, sachant que voilà, c'est peut-être utile de préciser qu'on avait pensé d'abord cette émission avant évidemment d'apprendre le décès de Bertrand Tavernier, et l'histoire plus tard, et nous revoilà dans un contexte un peu différent, mais je suis ravi d'avoir surtout l'occasion de parler de son cinéma, parce que c'est vrai que dans les hommages qui lui ont été rendus, parfois, paradoxalement, on salue l'homme, on salue le cinéphile, et puis on en oublie parfois un petit peu l'œuvre qui est importante, qui est belle, je crois. Donc voilà, je suis ravi d'en parler. C'est vrai que j'avais omis ce détail qui n'est pas un détail. C'est vrai que je vous avais contacté, je sais pas moi, 3-4 jours avant qu'il décède. Quelque chose comme ça à peu près, vraiment quelques jours, hein. C'était assez surprenant. Et puis ensuite, c'est pour ça qu'on a mis du temps à préparer cette émission. Alors, et bien évidemment, nous allons parler de son cinéma, de ses réalisations, de quelques-unes de ses réalisations, de sa mise en scène, de sa manière de regarder le monde. Mais je pense qu'il est évident d'abord de parler un petit peu de d'où il vient, de ses origines cinématographiques. Et donc, la première, en fait, à part tout cela, je voudrais vous poser une première question très très simple. C'était par quel biais vous avez découvert Bertrand Tavernier? Est-ce que ce sont par ses écrits sur le cinéma, par exemple le cinéma américain, ou est-ce que c'est surtout par le cinéaste? Et si c'est le cas, quel a été le premier film que vous ayez vu de Tavernier, et comment vous avez réceptionné ce film? Est-ce que ça a tout de suite été une belle et grande histoire d'amour entre son cinéma et vous, ou vous avez mis du temps? Alors, très bonne question. Je vais répondre de deux manières différentes. La première, c'est que j'ai découvert Bertrand Tavernier au cinéma, donc on était en 2009, je crois, au moment de la sortie de Dans la brume électrique, avec Tommy Lee Jones. Cependant, je dois dire que j'ai un souvenir assez flou de ce film. Je me rappelle avoir été marqué par l'ambiance, en fait. Les décors, le climat de la Louisiane, et par l'impression diffuse que j'avais dans ce film que la mélancolie finalement qui transparaissait dans l'atmosphère, elle symbolisait celle qui pouvait habiter le personnage principal, donc le vieil inspecteur Dave Robichaud, interprété par Tommy Lee Jones, hanté par les démons du passé, par les démons de l'alcool, etc.
Et en vous disant cela, bon, c'est aussi possible que je sois en train un peu de réinventer mon souvenir. Tavernier avait coutume, en rappelant ses souvenirs d'enfance, de dire que parfois il les réinventait à fur et à mesure qu'il les re-racontait. Et peut-être je suis en train de faire la même chose parce que maintenant que je connais mieux Tavernier, je sais qu'il y a toujours une relation particulière entre ces personnages et le décor dans lequel il va les mettre en scène. Et souvent, finalement, la manière de filmer le décor, ça représente aussi un petit peu l'état d'âme du personnage. Bon. En tout cas, ça c'est le premier film que j'ai vu de Tavernier. Ça m'a marqué au niveau de l'ambiance, mais paradoxalement, je suis pas sûr que je savais à l'époque vraiment qui était Tavernier. Et j'ai mis beaucoup de temps à vraiment approfondir et à vraiment faire la rencontre de ce cinéaste, que je connaissais également assez peu comme critique. Hein, j'ai un petit peu honte de le reconnaître, mais il a fallu en fait attendre vraiment 2015 pour que, de manière assez fortuite, en fait, il se retrouve à nouveau voilà, sur mon chemin, à l'occasion d'une commande qu'on m'a faite pour un ouvrage, donc sur le film Un dimanche à la campagne. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un film qui a été inscrit au programme de l'agrégation interne de lettres en 2015, et je dois ma rencontre avec Bertrand Tavernier à ce fait, et au fait que la directrice de collection, donc, aux éditions Atlante, des clés concours cinéma, m'a fait confiance pour ce livre parce que j'avais déjà travaillé sur le cinéma français, en particulier dans les années 50, une tradition, on pourra en discuter, qui est chère à Bertrand Tavernier, même s'il s'en éloigne aussi sur différents points. Et on m'a fait cette proposition sur laquelle j'ai beaucoup hésité avant d'accepter, parce qu'un dimanche à la campagne, c'est un film que je ne connaissais pas. C'est un film donc qui est sur le 19e siècle, sur la peinture, des choses qui m'étaient pas extrêmement familières. Et en voyant le film une première fois, j'étais assez décontenancé. J'ai trouvé qu'il y avait un récit extrêmement minimal, qu'il se passait pas grand-chose. La directrice de collection m'avait dit, voilà, le minimum, c'est 100 pages pour cette collection. Donc, il y a eu parfois c'est une collection où la longueur des livres est parfois un petit peu changeante. Il y a eu quelques volumes qui ont donné lieu à des pavés, comme sur la Reine Margot, mais parce que le travail finalement de contextualisation historique l'imposait. Et Jacqueline Nakache, hein, donc la directrice de collection, m'a dit Tavernier, a priori. Pardon, excusez-moi de vous interrompre. Je suis désolé. C'était ma prof de cinéma américain à la fac. Donc, ah bah oui, on se connaît très bien. Donc, voilà, c'est un coup. Voilà, il m'a fait la proposition de ce livre. Donc, je profite de cette émission voilà, avec vous pour la remercier chaleureusement. Ah bah oui, C'est un livre qui a un petit peu changé ma vie quand même sur certains points. Voilà, la rencontre avec ce film. Et elle m'avait dit, bon, sur le Tavernier, a priori, vous ne serez pas dans le cas de figure d'un pavé comme elle-même l'avait fait sur La Combe Lucien. On est plutôt sur un film plus modeste, sur une intrigue plus réduite, donc sur un sujet plus minimal. Mais je me rappelle très bien, elle m'avait écrit au détour d'une phrase de son mail, il faut quand même se méfier parce que parfois on a l'impression que le sujet est mince et puis en fait, en commençant à analyser, on découvre des perspectives d'analyse infinies. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce film. J'ai commencé à réfléchir, à le revoir, à me documenter. Avant cela, j'ai quand même accepté la proposition en me disant, voilà, je vais essayer de faire 100 pages, hein, mais j'avais un peu la boule au ventre en acceptant. Et puis en fait, en me documentant, en faisant un peu le même type de travail que Tavernier fait en fait pour réaliser un film, surtout un film historique, c'est-à-dire il se documente, il s'immerge dans l'époque. Et j'ai fait la même chose. Et en fait, en faisant cela, étape par étape, en revoyant le film, on commence à voir des enjeux qui étaient un petit peu sous nos yeux, mais qu'on n'avait pas forcément vus au départ, qui commencent à apparaître doucement à la lumière, un petit peu comme une photographie, si vous voulez, qui se développe sous vos yeux, quoi. Et moi, ça a été cette expérience-là, de voir une intrigue minimale au premier abord, mais qui en fait avait une assez folle ambition, qui était de raconter ce que c'était que le 19e siècle au moment de sa rencontre avec le 20e siècle, puisque l'intrigue se déroule en 1912, on est à la veille de la Première Guerre mondiale, on est à un moment où des choses sont en train de changer, et cela, les personnages le ressentent un petit peu, et le film tente d'épouser leur perception. Ça, c'est une caractéristique du cinéma de Tavernier, ne jamais se placer en surplomb des personnages, et particulièrement pour les films historiques, ne jamais donner finalement l'impression que les personnages investissent un décor qui a été mis en scène des années après. L'impression que cherche à procurer le film de Tavernier, c'est vraiment qu'on découvre en même temps que les personnages à partir de leur point de vue, qui est un point de vue voilà, qui est imparfait ou qui peut ne pas encore tout bien saisir précisément. Et ce film est nourri comme cela d'impressions fugitives, en particulier autour de la modernité qui fait son apparition, la modernité urbaine,
la modernité technologique, qui est incarnée notamment par le personnage d'Irène, la modernité picturale, qui est aussi un enjeu fondamental de ce film. Et voilà, en m'immergeant dans ce film, j'en suis tombé amoureux. Et j'ai écrit, voilà, ce qui est un très gros volume, en fait, hein, le plus gros de la collection, qui fait 350 pages, parce que finalement, une fois lancé dans cette entreprise-là, il y avait énormément de choses à dire, et j'ai fait la rencontre aussi d'un cinéaste qui m'est devenu très cher, puisque évidemment, j'ai aussi pris connaissance de toute sa filmographie à ce moment-là, de son travail critique, et j'ai découvert une personnalité aussi très attachante, mais au-delà de la personnalité attachante, un cinéaste qui a vraiment des choses à dire, qui ne fait jamais un film de manière anodine, hein, mais toujours pour des raisons très profondes, et qui m'a plu par voilà, sa sensibilité, sa capacité à allier une certaine exigence avec finalement aussi une capacité à faire des films populaires que chacun ou chacune peut s'approprier. Un dimanche à la campagne, on en parlera après beaucoup, parce qu'on a prévu de parler de quelques films qui sont peut-être pas forcément emblématiques de la filmographie de Tavernier, mais qui comment dire, c'est comme le Petit Poucet, quoi, qui laisse comme ça des petites traces de quelque chose qui pourrait peut-être prétendre à une étude sur Tavernier. En tout cas, il y a des films dans lesquels la mise en scène qu'il utilise dans Un dimanche à la campagne, après on en parlera de cela, c'est vrai que c'est un film, moi, qui vraiment, me concernant, se démarque incroyablement de ces autres films. Peut-être pas, et j'aimerais bien vous entendre parler de ça aussi, donc on verra ça plus tard. Mais avant de revenir sur l'intériorité de sa filmographie, j'aurais voulu, autant, on va dire, si j'ai bien compris, c'est vraiment avec Un dimanche à la campagne que vous êtes, en tout cas, ça a commencé cette histoire avec Tavernier, vous avez commencé à voir ces films, à les découvrir, mais si on devait résumer les caractéristiques du cinéma de Tavernier, est-ce que déjà ces caractéristiques se trouvent dans Un dimanche à la campagne, ou alors il y a autre chose, selon vous? Alors, les caractéristiques du cinéma de Bertrand Tavernier, c'est une question qui est importante, mais qui est très difficile. Et on tombe en fait directement avec cette question dans, à mon avis, les raisons pour lesquelles Bertrand Tavernier a eu des difficultés à se faire reconnaître comme un auteur au sens fort du terme, au sens que la politique des auteurs, par exemple, a donné à ce terme-là. C'est le fait que pour être reconnu comme un auteur, notamment en France, il faut avoir un style qui est identifiable, il faut avoir ce qu'on appelle une patte, hein, une signature esthétique. On reconnaît la signature, voilà, d'auteurs comme Tarantino, David Lynch, Almodovar, etc., de film en film, malgré les différences entre les films. Et chez Tavernier, je ne suis pas sûr qu'il y a exactement cela, notamment pour une raison simple, qui est que Tavernier a toujours voulu faire un film contre le précédent, c'est-à-dire passer d'un sujet à un autre, passer, comme il le disait, d'un film sur une association de locataires à un film autour d'Alexandre Dumas, à un film coup de torchon sur cette espèce de farce grotesque dans l'Afrique coloniale du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle. Donc, on passe toujours d'un film à l'autre, d'un sujet à un autre. On alterne entre films contemporains et films historiques. On alterne entre fiction et documentaire. Tavernier disait aussi qu'il avait toujours besoin de respirer, finalement, après avoir fait une fiction vers du documentaire, après avoir fait un film vers le passé, vers un sujet plus contemporain. Et ça a aussi une incidence très forte en termes stylistiques, parce que Tavernier, à chaque nouveau projet, en fait, va essayer de trouver le style qui colle exactement au projet, quitte à changer complètement de parti pris par rapport au film précédent. Donc ça, on en a une illustration pour ce qui est d'Un dimanche à la campagne, hein, où il a voulu changer complètement son équipe image, par exemple, parce que voilà, il travaillait avec le même réalisateur, Pierre William Glenn, depuis quelques temps. Il voulait changer de vision et il a sollicité Bruno de Keyser pour finalement construire tout autre chose avec cette esthétique inspirée des autochromes lumière, on en reparlera. Mais ça, c'est vrai vraiment pour tous les films. Hein. Au moment du Juge et l'assassin aussi, par exemple, il a décidé qu'il allait expérimenter avec le format large par rapport au paysage de l'Ardèche, etc., mais aussi pour l'utiliser d'une autre manière, donner une forme d'ampleur aux scènes intimistes. Et c'est quelque chose qui était complètement différent de ce qu'il avait fait auparavant.
Donc, on est dans une forme d'hétérogénéité qui rend assez difficile l'identification d'un style précis et qui explique, je pense, pourquoi la critique parfois a été un peu décontenancée et, à mon avis, n'a jamais tout à fait reconnu à sa juste valeur le cinéma de Tavernier. Donc ça, c'est un point qui est très important. Mais bien sûr, qui n'empêche pas, malgré tout, bon, l'œuvre d'avoir une cohérence et certains partis pris de revenir de film en film. Donc là, il y a plusieurs choses à dire. On peut commencer par évoquer les films historiques, puisque c'est quand même un point important de sa cinématographie, et c'est aussi les films pour lesquels, généralement, il a reçu le plus de louanges, où il a été le plus salué. Les films historiques, ils ont une particularité, par exemple, qui revient, c'est que Tavernier va s'intéresser à des moments de l'histoire qui sont à la fois problématiques, qui sont oubliés de l'histoire officielle, qui n'ont pas forcément retenu l'attention des spécialistes au moment où Tavernier procède à la réalisation du film. Et il va s'intéresser souvent également à des moments qui représentent des bouleversements historiques sans précédent, des moments de transition également sur le plan historique. Donc, par exemple, pour que la fête commence, il explique que ce qui l'a intéressé, c'était de filmer la Régence parce que c'était un moment de transition fondamentale sur le plan historique. C'est la même chose pour Le Juge et l'Assassin ou pour Un dimanche à la campagne, puisque on se situe vraiment à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc, on est à des moments qu'il va choisir vraiment pour, à partir d'un petit détail, souvent aussi sur le plan historique, révéler un plus large ensemble. Et il expliquait que sa figure stylistique préférée, c'était le travelling arrière, parce qu'à partir d'un point précis, dans le temps et dans l'espace, finalement, on allait partir pour révéler un plus large paysage, mais sans finalement le faire de manière trop affichée. Tout est une question vraiment de sensibilité et de choses qui se découvrent petit à petit dans le film. Donc, voilà une particularité de ces films historiques. Et du côté de ces films, on va dire, à sujet contemporain, là, on est dans des films qui vont parfois repousser les frontières entre fiction et documentaire, qui vont, à l'inverse des films historiques, j'ai envie de dire, questionner la présence persistante du passé dans notre monde contemporain, montrer que finalement le monde contemporain, la contemporanéité, c'est quelque chose qui a été construit par notamment la persistance de certaines structures sociales, et c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser Tavernier, qui va filmer en particulier des structures assez oppressives, comme la justice, l'école, l'hôpital, l'armée, etc., pour montrer aussi l'aliénation dont sont porteuses ces institutions, et la manière dont elles façonnent finalement avec le temps la manière dont la société française s'est construite, et cela dès le premier film, L'Horloger de Saint-Paul, qui est un film qui baigne dans la France post-mai 68. On a cette image qui ouvre le film d'une voiture en flammes, un cadavre de voiture en flammes, que l'on regarde par la fenêtre d'un train dans la nuit. Et c'est une image qui à la fois nous place directement dans la France de mai 68, et en même temps, le film va nous parler des conséquences de la guerre d'Algérie et de différents événements qui ont façonné la contemporanéité dans laquelle se déroule l'intrigue. Donc voilà déjà finalement un premier socle un peu pour identifier ce qui intéresse Tavernier. Et ensuite, si je dois donner vraiment une caractéristique de son cinéma, je dirais que c'est un cinéma qui est en prise avec la réalité, sans pour autant renoncer à l'imaginaire, à l'émotion et au code générique, puisque Tavernier va beaucoup puiser, là aussi en relation avec ses amours cinéphiles, dans les codes génériques du film policier, du film historique, bien sûr, du mélodrame. Les films de Tavernier sont souvent une dimension très mélodramatique. Et on pourrait dire qu'il mêle en cela une forme, il mêle l'esthétique et l'éthique, finalement, l'intime et le social. C'est ça qui caractérise souvent les films de Tavernier. Il y a une dimension émotionnelle très forte, on suit des personnages de très très près. Certains critiques ont parfois accusé Tavernier de les suivre de trop près ou de pas assez montrer le contre-champ de certains personnages. Si on pense par exemple au film L627 qui a été critiqué pour rester du point de vue de la police. Bon, c'était le choix éthique. Et même
Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais c'est très bien que vous parliez de ça parce que je vais vous poser après une question un peu provocatrice, mais on lui a aussi reproché dans ce film-là, très injustement, selon moi, oui, une forme de racisme, quelque chose comme ça, par rapport au fait que tous les méchants, entre parenthèses, du film étaient campés par des Arabes. Et il y a eu cela. J'ai lu, en tout cas, je me souviens très bien de ces périodes-là. Je referme la parenthèse, mais on reviendra là-dessus sur les critiques négatives qu'il y a eu et d'avoir votre avis là-dessus. Pardonnez-moi, je vous laisse la parole. Bah, on y reviendra effectivement, mais en tout cas, voilà, un cinéma qui mêle l'intime et le social, hein, qui a une dimension très proche de ses personnages, mais qui cherche à les enraciner. Ça, c'est un terme qu'il aimait aussi bien. Il disait qu'il faisait un cinéma de l'enracinement, parce que ces personnages, ils étaient enracinés, que ce soit les films contemporains ou historiques, dans un contexte qui est restitué de manière extrêmement précise, en termes en particulier de rapport de classe. Ça aussi, c'est quelque chose qui fascinait Tavernier. Et si on prend parmi les premiers films, les 3 collaborations avec Philippe Noiret, par exemple, hein, on retrouve Philippe Noiret à chaque fois qui interprète un personnage d'une classe sociale différente. Donc, si on regarde ces 3 films, on a finalement une illustration de ce que c'est que les questions de classe dans la France, finalement, depuis depuis que la fête commence, avec la Régence, jusqu'à l'horloger de Saint-Paul, en passant par le juge et l'assassin. Donc 3 périodes historiques différentes, et à chaque fois, Noiret incarne un personnage d'origine sociale différente. Je vous en prie. Voilà un petit peu pour brosser le tableau, et puis ensuite, on pourrait préciser encore les choses en disant qu'il y a des obsessions qui reviennent chez Tavernier, des obsessions thématiques. Voilà, les difficultés de communication entre les êtres, c'est quelque chose qui l'anime beaucoup. La famille, évidemment, en relation avec l'importance de l'enfance dans sa filmographie, le rapport au père. On retrouve souvent des duos père-fils ou père-fille dans ces films, avec souvent des difficultés pour communiquer entre les générations. Ce qui nous renvoie un petit peu là aussi, thématiquement, narrativement, à son ambition finalement de construire, mine de rien, une assez grande fresque, en fait, si on relit tous ces films, sur la France contemporaine, contemporaine et au-delà d'ailleurs, hein, si on va jusqu'au film, par exemple, sur le Moyen-Âge, sur la chevalerie, comme La Passion Béatrice, ou plus récemment La Princesse de Montpensier. Finalement, Tavernier a exploré l'histoire de France depuis une période assez lointaine jusqu'à aujourd'hui, à travers une multitude de personnages qui ont à la fois des questionnements intimes, des troubles, des anxiétés intimes, et en même temps qui sont porteurs toujours des anxiétés plus larges qui animent la société française au moment où Tavernier la filme, la représente. Son dernier film en date est un grand documentaire, un film fleuve qui parle de l'intériorité du cinéma français. C'est un voyage à travers le cinéma français. C'est un film extraordinaire et fascinant. Et je trouve que ce n'est pas anodin, d'ailleurs, en tout cas, que sa filmographie se termine là-dessus. Alors, est-ce que c'était délibéré ou non? Je n'en sais rien. Mais si ça l'était, je trouve que c'est extrêmement anodin. C'est comme un roman qui se termine. Mais pourquoi je parle de ce film-là? Parce que vous évoquiez des caractéristiques propres à son cinéma. Dans le film Voyage à travers le cinéma français, le film s'ouvre sur un des lieux où avait été filmé l'horloger de Saint-Paul, et c'est là qu'il parle de son père. Moi, personnellement, c'était la première fois que je l'entendais parler de son père en tant que spectateur, et donc je n'avais pas compris cet aspect-là dans ce film quand je l'avais vu pour la première fois, et c'est pour cela que en le revoyant, je l'ai trouvé peut-être beaucoup plus intéressant qu'à la première vision. Mais là où je veux en venir, c'est que le cinéma, il l'a toujours dit, c'est l'enfance. Et dans Voyage, il parle de Dernier atout de Jacques Becker. Donc c'est un cinéma cinéma français, pardon, de l'entre-deux-guerres, mais aussi sous l'occupation. Il y a tout cela. Est-ce que selon vous, cette période du cinéma, même si le cinéma d'entre-deux-guerres et le cinéma d'occupation, c'est quand même différent, ne serait-ce que par la création des formes, par la mise en scène, oui, parce que l'histoire est différente, la grande histoire est différente. Mais est-ce que ce cinéma-là a eu une influence forte, considérable sur Tavernier cinéaste? Et si oui, comment cette influence s'est traduite selon vous? Alors, c'est une question qui ouvre beaucoup de perspectives. Effectivement, pour commencer, je dirais qu'il y a un rapport effectivement qui est indissociable entre l'enfance et le cinéma chez Tavernier, puisqu'il découvre le cinéma très jeune. Il raconte un petit peu d'ailleurs dans Voyage à travers le cinéma français, comment ça s'est produit,
les premiers chocs esthétiques, avec notamment effectivement le film Dernier Atout, la manière dont il découvre le cinéma vers 4-5 ans, puis quand il commence vraiment à devenir cinéphile, donc il a une dizaine d'années, et ça se produit en relation avec le cinéma hollywoodien. Il va très tôt parler de son amour des films de John Ford, un des premiers cinéastes justement dont il identifie le style, et la manière dont voilà, quand il voyait son nom sur l'affiche, ça renvoyait finalement à un univers de cinéaste. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le cinéma français. Le cinéma français, alors de l'entre-deux-guerres, de la guerre et de l'après-guerre. Moi, j'inclurais un petit peu finalement l'ensemble du cinéma classique des années 30 aux années 60 dans cela, qui représente une entité finalement avec laquelle il a développé une relation très particulière. Donc ça, pour le comprendre, je pense qu'il faut rappeler que Tavernier est né en 1941, donc c'est un enfant de la guerre, ça aussi il le raconte dans Voyage. Il grandit, pour donner quand même 2-3 indications biographiques, dans une famille, un milieu petit bourgeois, mais assez atypique, très ouvert sur le monde, avec notamment un père, René Tavernier, écrivain, poète, journaliste, résistant, qui avait une bibliothèque remplie d'ouvrages vraiment de toutes sortes, aussi bien voilà, Agatha Christie, Simenon, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Donc une dimension comme ça très hétérogène, très éclectique, qui va se retrouver dans sa passion pour le cinéma. Et ça va, je pense, permettre à Tavernier de s'affranchir vraiment des querelles un peu de légitimité ou des querelles de chapelle qui vont marquer la cinéphilie. Et alors qu'il y a des contemporains de Tavernier ou les critiques de la génération précédente qui étaient farouchement opposés au cinéma français classique en particulier, lui, il va avoir au contraire la curiosité d'aller y regarder de plus près, et je pense qu'il va tomber amoureux effectivement de ce cinéma pour des raisons donc diverses, pour des raisons très profondes. Je pense que ce qui lui a plu dans le cinéma français classique, notamment, c'est une liberté de ton qui est peut-être plus importante que dans le cinéma hollywoodien, qu'il aimait par ailleurs, mais dans le cinéma français, finalement, il y a un poids en moins qui peut être le poids des contraintes industrielles ou des contraintes de studio, une liberté plus forte donnée aux scénaristes, aux dialoguistes, à des paris créatifs et à des expérimentations créatives entre le cinéaste, le scénariste et le reste de l'équipe technique, et bien sûr les acteurs, les actrices, les interprètes. Là, je pense qu'on est aussi dans quelque chose qui vraiment solidifie le rapport de Tavernier à ce cinéma français classique, puisqu'il représente finalement toute une mémoire culturelle qui ne peut que le renvoyer à l'enfance, parce qu'il est né, encore une fois, au début des années 40. Donc, quand il voit un film de la fin des années 30, du début des années 40, ça le renvoie finalement à l'enfance, ça le renvoie à une société qui était celle de son enfance, ça le renvoie à des figures d'acteurs et d'actrices qui, finalement, symbolisaient des personnages ancrés dans un monde qui était souvent restitué précisément dans les films français. C'est aussi quelque chose, là, finalement, qu'on retrouve chez lui et dans le cinéma français classique. C'est un cinéma qui est attentif au contexte dans lequel sont situées les intrigues. Donc, un cinéma qui prête beaucoup d'attention au métier, par exemple, chez Renoir, chez Duvivier, quand Jean Gabin, voilà, interprète un ouvrier, interprète un conducteur de locomotive. Il y a vraiment une attention au geste, à l'authenticité finalement de ce qui est représenté. Et je crois que Tavernier a été extrêmement sensible à ça parce que ça le renvoyait finalement à la société dans laquelle il avait grandi et dont il était issu. Et ça le renvoyait à ses racines en fait. Et là aussi, on retrouve un peu cette notion d'enracinement qui est portée avant tout par les interprètes. Et on le retrouve ça dans sa filmographie, en fait. Le fait aussi d'avoir voulu réaliser des films assez français. De ce point de vue-là, on lui a parfois reproché en lui disant que c'était un cinéma un peu étroitement hexagonal ou un peu poussiéreux parfois, si je dois malheureusement citer les termes les plus péjoratifs. Académique. Académique aussi. Pour un dimanche à la campagne, voilà, notamment, et encore récemment, malheureusement, dans certains hommages qui ont été rendus à Tavernier, il y a des mots assez durs qui ont pu être glissés dans son cinéma. Je pense au papier de
Libération notamment, qui je trouve est extrêmement injuste de ce point de vue-là, parce que oui, mais c'est, je défends personne, hein, mais j'avais envie de vous dire, c'est la continuité logique aussi. La critique de chez Libération, des cahiers du cinéma, Libération enfin Libération, c'est quand même aussi Serge Danet, et Serge Danet n'était pas très ami de Tavernier, même si dans un très beau papier à la fin de sa vie, il disait qu'il aurait voulu être l'ami de Tavernier parce que lui au moins ça l'aurait aidé dans ses derniers jours. Mais j'ai envie de vous dire, c'est logique en fait. Moi, je l'ai lu aussi ce papier et je m'attendais pas à quelque chose de beaucoup plus. Enfin, je m'attendais pas à un truc qui soit plus un véritable hommage à Tavernier. Donc, c'est vraiment pas pour défendre qui que ce soit, mais je n'ai pas été surpris. Voilà, il y a une certaine critique qui a toujours été. Mais ça, on va en parler de ça après parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis là-dessus. Pardonnez-moi. Donc, je referme cette parenthèse et puis je vous laisse terminer. La critique est évidemment libre après, de son point de vue. Moi, ce que je regrettais, c'était que voilà, c'est dans un article qui se veut un hommage au moment de la mort d'une figure comme Tavernier. Peut-être de trouver des mots qui étaient plus en raccord avec à la hauteur de l'événement. Bref, on retrouve ici ce qui peut relier le cinéma de Tavernier finalement à la période classique. Et Tavernier disait, mais voilà, les acteurs, les actrices de l'époque, les Carrette, les Gabin, etc., on les a en fait aujourd'hui, simplement on ne les utilise pas à leur juste valeur. Et il prenait l'exemple de Michel Galabru, par exemple, qui s'inscrit finalement un peu dans cette tradition-là, et qui avait été assez sous-exploité. Galabru disait, moi j'ai réalisé mon premier bon film avec Tavernier, parce que c'est lui qui enfin a accepté de me faire confiance. Donc je pense qu'il avait une relation particulière avec les interprètes, et que ça notamment le relie au cinéma français classique. Après, il faut aussi faire la part des choses et reconnaître, et là je pense que c'est là aussi où j'ai un désaccord avec partie de la critique en tout cas, il faut reconnaître les différences entre le cinéma de Tavernier et ce cinéma classique français. C'est pour ça que le reproche d'académisme, pour moi, il ne tient pas tout à fait la route, et il signifie surtout qu'on n'a pas regardé assez précisément les films de Tavernier, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont se différencier du cinéma dit classique. Si on prend l'Horloger de Saint-Paul, par exemple, c'est un film qui est entièrement en décor naturel, qui est entièrement en son direct, avec des séquences qui sont un peu improvisées. On est dans quelque chose qui n'est pas du tout, même si la première séquence notamment peut donner cette impression-là, mais quand on regarde plus sérieusement, il y a quelque chose qui n'est pas du tout attaché à refermer sur des valeurs finalement conservatrices ou poussiéreuses. Il y a quelque chose d'assez neuf en réalité. Et ça, on le retrouve aussi en particulier pour moi dans la narration chez Tavernier, qui est une narration assez libre, assez lyrique, musicale. Souvent, il employait aussi ce type de comparaison. Les films, ils s'affranchissent assez librement, souvent des canons de dramaturgie classique, des canons de l'intrigue. Il disait, ce que j'essaie de faire, c'est d'échapper à la tyrannie de l'intrigue. Je ne veux pas qu'on sache ce qui va se passer au plan suivant, à la séquence suivante, comme dans un film qui sera trop calibré, trop normé. Et ça, je pense qu'il a réussi à le faire dans plusieurs films, en particulier Un dimanche à la campagne, qui est vraiment un film qui donne l'impression de se dérouler sous nos yeux, sans avoir été écrit au préalable, un petit peu comme la voiture que conduit Irène et qui l'emmène à travers champs et jusqu'à la maison de son père. Et puis tout d'un coup, elle sent qu'elle doit repartir et elle repart, et le film est bien obligé de faire avec. Donc on a l'impression comme cela que le film suit ses propres logiques. Et d'ailleurs, Tavernier, au moment d'écrire les scénarios, et notamment avec Jean Orange, était extrêmement libre en fait de partir dans des directions qui étaient assez inattendues, et c'est ce qu'a beaucoup apprécié Jean Orange. Il disait, avec Tavernier, j'ai pas du tout écrit les films de la même façon qu'avec Claude Autant-Lara, qui me poussait à normer, à cadrer, etc. Tavernier me laissait partir dans les directions les plus folles qui existaient, et il ajoutait souvent, il partait avec moi et on délirait un petit peu sur la direction que le film allait prendre. Donc voilà, je crois qu'il y a des innovations, une forme de modernité chez Tavernier qui n'a pas toujours été tout à fait perçue, reconnue à sa juste valeur. Il y a un cadre qui peut être classique, mais ensuite, un petit peu comme certains standards de jazz, finalement, derrière, il y a de l'improvisation, il y a de l'expérimentation, il y a une forme de liberté. Oui, d'ailleurs, il était un grand amateur de jazz. On l'a vu dans son documentaire Autour de minuit, son film, pardon, Autour de minuit, et puis ensuite aussi un peu dans La brume électrique. Mais on parlait de
d'influence de ce cinéma français dans sa filmographie. Vous avez évoqué deux scénaristes importants qui ont été aussi des scénaristes importants durant la période nommée du cinéma français, qui sont Jean Orange et Pierre Bost, et qui ont été aussi les deux personnes qui ont été les plus critiquées lorsque les cahiers du cinéma ont été créés dans les années 50, et avec ce fameux article de Truffaut, Une certaine tendance du cinéma, où là, pour le coup, il questionne ce cinéma de scénario un peu particulier. Et bien, parlons de la critique. Avant qu'il soit réalisateur, nous savons que Tavernier a été critique de cinéma. Il y a dans pas mal de revues, dans les cahiers du cinéma. D'ailleurs, en l'occurrence, il a même participé à des tables rondes, à des questions, enfin des interviews à plusieurs. Puis il a été ensuite après attaché de presse. On en parlera. Quel a été alors d'ailleurs, je me suis jamais vraiment, enfin, je connais pas très bien moi sa période critique de cinéma, mais ce que je sais, c'est que il arrive, enfin. Il a 20 ans quand il y a la nouvelle vague qui commence, la nouvelle vague en tant que cinéma, bien évidemment. Donc, il est dans cette mouvance-là. Comment il se positionne par rapport à cela? Alors, il y aura plusieurs questions, hein, mais vous allez comprendre. Comment il se positionne par rapport à ça? Deuxièmement, c'est un grand ami de Pierre Rissian. Pierre Rissian fait partie de ce cercle des Mac-Mahodiens. Les Mac-Mahodiens, je trouve que c'est une période fascinante de l'histoire de la critique de cinéma en France, très discutée, très discutable aussi sur leur position un peu réactionnaire, au cinéma pur, tout ça, mais ça reste quand même assez fascinant. Donc, comment il se positionne par rapport à cela? Et puis surtout, lui, en tant que critique, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est quoi? Quel est son travail de critique de cinéma? Qu'est-ce qui l'intéresse dans la critique de cinéma, en gros? Donc, pour résumer, c'est son travail de critique, sa position par rapport à cette nouvelle vague, et puis aussi par rapport à l'école macmahonienne. C'est à peu près sa disposition à ça. Alors, peut-être on peut commencer par rappeler que Tavernier est devenu critique non par vocation, mais par nécessité. C'est-à-dire que son père, qu'on a évoqué tout à l'heure, René Tavernier, lui a posé un ultimatum et lui a dit, voilà, si tu veux faire du cinéma plutôt que poursuivre tes études de droit, qui n'intéressaient pas Tavernier, voilà, il faut que tu gagnes ta vie et il faut que tu nous payes un loyer. Voilà. Donc Tavernier, en fait, a commencé à écrire parce qu'il avait besoin de payer son loyer, il avait besoin de subvenir à ses besoins, il avait besoin de gagner de l'argent qui lui permettait d'aller au cinéma, puisque c'est quand même une de ses dépenses les plus récurrentes de l'époque. Et c'est comme ça que Tavernier, en fait, commence à écrire, donc pas du tout parce qu'il voulait devenir critique de cinéma. Même si ensuite il a pu se prêter au jeu, et on voit bien que le rapport à l'écriture sur les films, c'est quelque chose qui est resté ensuite jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous connaissez son blog, le blog qu'il a créé il y a des années, où il faisait des chroniques de livres, mais surtout de DVD, qu'il alimentait encore très récemment, la veille de sa mort, en publiant des pavés entiers sur des DVD, en les regardant avec un appétit encore intact à 79 ans. C'est quelque chose qui est resté, le désir d'écrire, mais de manière, j'allais dire amateur. Disons que Tavernier se revendiquait amateur plutôt que professionnel de la critique. Se revendiquait comme spectateur et cinéphile avant tout, simple cinéphile, qui écrivait par passion et amour du cinéma. Cinéphile très ouvert d'esprit, c'est-à-dire œcuménique. Cinéphile qui regardait de tout et pour qui tout voir, ce n'était pas encore assez. C'est une formule de critique Entebin que je trouve très juste. C'est-à-dire que dans son activité critique, qu'est-ce qui le caractérise? C'est vraiment le désir de tout voir. En particulier quand il commence, vraiment, il y a des films dans les rédactions où il arrive, personne ne veut vraiment les couvrir. Tavernier y va, donc que ce soit des films américains de série B, des Peplum, des films de Ricardo Freda, il y va avec le même enthousiasme. Donc ça, c'est la première chose, je pense, qui le caractérise. C'est le fait aussi alors, comme il va dans plusieurs revues, il n'est pas inféodé à l'esprit d'aucune revue. C'est vrai que, on pouvait avoir les critiques un petit peu des cahiers ou les critiques de revues comme Art, etc., qui avaient un peu une politique, justement, très forte. Et Tavernier, lui, il développe plutôt une politique assez personnelle qui est fondée sur
justement ce caractère assez hétérogène, ce goût du cinéma dans ses différentes formes, sans finalement critères de hiérarchisation ou de légitimité. Alors, il y a certains films qu'il va aimer plus que d'autres, mais en tout cas, il est ouvert à peu près à tous les types de cinéma. Et il se tient aussi à distance, des querelles de chapelle. On est quand même à l'époque des guerres entre les cahiers positifs, etc. Ça, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Dans les revues où il travaille, ça se passe généralement bien parce que, voilà, il livre quand même des papiers qui sont remarqués. Il y a une raison aussi pour laquelle il a été reconnu ensuite pour le travail de critique et presque d'historien du cinéma, même si ce n'était pas une étiquette qu'il revendiquait non plus, à travers ses ouvrages, comme 50 ans de cinéma, sur le cinéma américain, etc. C'est qu'il y a toujours un regard qui est acéré chez Tavernier, qui arrive à percevoir des choses dans un film, surtout en les reliant à leur contexte. Ça, c'est quelque chose qui va le distinguer aussi des cahiers du cinéma, où il y a une approche qui était quand même très autoriste et très esthéticienne. Des gens comme Éric Rohmer faisaient de la critique un petit peu une forme d'art à part entière, mais en se détachant assez du contexte américain, par exemple, des films hollywoodiens que vous appréciez. Et Tavernier, c'est au contraire ce sur quoi il va mettre l'accent. Et il disait, voilà, les films, en fait, ont fait mon éducation. Et quand je voyais un film dans tel contexte, j'avais envie d'en apprendre plus sur ce contexte. Quand je voyais Les raisins de la colère, etc., j'avais envie d'en apprendre plus sur le New Deal, etc. Donc, on retrouve ça vraiment dans son activité critique avec une capacité à éclairer voilà, l'importance historique d'un film, une connaissance aussi très fine de la manière dont ils ont été réalisés, du processus d'écriture, de production, de réalisation, qui va le pousser à souvent, à partir du moment où il aura un petit peu plus de liberté pour choisir certains sujets, va le pousser à mettre en avant des auteurs un petit peu oubliés, ou par exemple les scénaristes, les réalisateurs de La Liste Noire aux États-Unis. Il va s'engager pour voilà, revaloriser leur travail. Donc, on est chez voilà, une figure de critique qui ne se revendique pas comme telle, mais plutôt comme un explorateur, voilà, quelqu'un qui va voyager déjà dans l'histoire du cinéma pour faire reconnaître voilà, l'intérêt de certains films, parfois au-delà des hiérarchies existantes ou des critères de légitimité dominants. D'accord. Et pardonnez-moi, je pense que par rapport à l'école McMahonienne et surtout par rapport à la nouvelle vague en tant que cinéaste, comment lui il se positionnait par rapport au film de la nouvelle vague et non pas par rapport aux critiques, par rapport au film. En tant que cinéaste, vous voulez dire à l'époque, peut-être. Comment lui se démarquait en tant que critique de cinéma, en tant que jeune de 20 ans qui découvre ses films, et comment il se positionne par rapport à ses films. On a beaucoup dit, parfois on a fait un peu le procès de Tavernier en disant on lui a un peu reproché de ne pas aimer assez la nouvelle vague ou de ne pas trouver ça voilà, aussi flamboyant que ça ne devait l'être. Et là aussi, je pense que c'est un peu un faux procès. En fait, Tavernier a été très impressionné par certains films que l'on relie à la nouvelle vague, certains films de Chabrol, de Truffaut. Il écrit, je crois qu'il le raconte dans Voyage à travers le cinéma français, il écrit à Truffaut pour assister au tournage des 400 coups. Il est très impressionné par voilà, certains films. Il va suivre d'ailleurs ensuite, quand il sera attaché de presse, plusieurs de ces cinéastes, comme Godard par exemple. Il va travailler de manière assez étroite avec eux. Je pense qu'il avait vraiment eu un coup de cœur pour un certain nombre de films de l'époque. Néanmoins, la nouvelle vague, je pense que c'est pas quelque chose finalement dans lequel il se reconnaissait tellement. Pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, la nouvelle vague a pu faire preuve aussi d'une forme finalement de jusqu'au boutiste, en rejetant aussi tout un pan de l'histoire du cinéma à laquelle il était extrêmement attaché. Ensuite, surtout, Tavernier se méfiait beaucoup des étiquettes et n'a jamais été convaincu, je crois, sincèrement, par cette étiquette de nouvelle vague, comme par à peu près toutes les autres étiquettes, que ce soit voilà, cinéma
cinéma moderne, cinéma postmoderne, cinéma rétro. C'est pas quelque chose qui l'intéressait et dans lequel il croyait. On a beaucoup dit voilà, qu'il tournait le dos à l'héritage de la Nouvelle Vague ensuite en tant que cinéaste pour plutôt finalement se relier aux cinéastes qui avaient été critiqués par la Nouvelle Vague, mais en réalité, chez Tavernier, il n'y a pas... c'est pas quelqu'un qui va se définir par rapport à une école, ou contre une école, ou pour une école. C'est quelqu'un qui va voir des choses intéressantes, un petit peu dans les films que l'on apparente à la Nouvelle Vague, comme dans les films antérieurs et comme dans les films postérieurs, quoi. Et ça, je crois que ça se retrouve un peu ensuite dans sa carrière de cinéaste. Mais pour ce qui est de l'activité critique, il y a des très beaux papiers de Tavernier sur des films de la Nouvelle Vague. Il y a aussi, dans sa carrière d'attaché de presse, des très beaux papiers qui sont nés du fait qu'il a défendu certains films. Donc, le travail qu'il a fait d'accompagnement autour de Pierrot le Fou, par exemple, a permis à un célèbre article d'Aragon de voir le jour sur Pierrot le Fou. Donc, on est toujours dans cette volonté voilà, d'accompagnement, de curiosité, d'exploration, mais qui se méfiait beaucoup des étiquettes, encore récemment. Moi, c'est quelque chose qu'il m'avait dit aussi pour la préface qu'il a écrite de mon livre. Il m'a fait un très beau compliment, j'ai trouvé. Il m'a dit, voilà, en lisant le livre, on oublie les étiquettes et les idées prémâchées. Et du coup, je me rappelle de cette formule, on respire mieux, on respire plus large. Et je pense qu'il voilà, il nous invitait en fait à nous méfier un peu du fait que voilà, il n'y a pas une chose qui est de qualité qui est labellisée Nouvelle Vague et le reste serait à envoyer aux oubliettes, quoi. Alors, vous l'avez évoqué, hein, il va devenir attaché de presse, si je me trompe pas, notamment pour Georges de Bourgard, et dans lesquels il va beaucoup travailler avec certains films comme Pierrot le Fou. D'ailleurs, dans le film Voyage traverse ma français, c'est vrai qu'il parle beaucoup de Godard en amitié. C'est quelque chose qui m'avait, comment dire, ça m'avait un peu ému. Et voilà. Et enfin, on sentait que ce personnage, enfin, on sentait qu'il avait ça dépassait l'ordre des films. Voilà, il y avait quelque chose comme ça de très fort avec Godard et je l'avais remarqué dans son documentaire, ça m'avait bien ému. Mais donc, il travaille pour Georges de Bourgard et qui Godard va lui offrir la possibilité de faire une espèce de sketch dans le film Les Baisers. Pourquoi, selon vous, il s'est tourné vers ce métier d'attaché de presse? Est-ce qu'il y avait une manière aussi de toucher un petit peu à tous les pans de l'industrie cinématographique, essayer de comprendre aussi ce que c'était que la responsabilité d'un cinéaste? En tant qu'attaché de presse, on est toujours confronté à ça. Et puis surtout, est-ce que c'est peut-être parce qu'il avait envie de faire des films, mais qu'il pensait peut-être que c'était pas le bon moment? Ouais, c'est absolument ça. On peut rappeler rapidement, bon là aussi il l'évoque dans Voyage, hein, mais au départ, donc, il noue une relation d'amitié avec Jean-Pierre Melville, qui lui propose d'être assistant réalisateur donc, sur Léon Morin, je crois. Et voilà, oui. Ça se passe pas mal. Tavernier, de son propre aveu, est complètement nul en tant qu'assistant. Il n'est pas du tout à l'aise avec le climat de terreur que Melville fait régner sur ses plateaux, et plus tard, il essaiera de faire exactement l'inverse sur ses plateaux de tournage. Et par contre, il doit à Jean-Pierre Melville, donc il lui dit, voilà, tu n'es pas un très bon assistant, mais par contre, je pense que tu feras un très bon attaché de presse. Et il doit à Melville la rencontre avec Georges de Beauregard, qui va l'engager donc, dans sa société Rome Paris Film, et qui va lui permettre là vraiment de rencontrer énormément de gens, de subvenir, là on est toujours dans cette logique aussi à ses besoins, et d'apprendre énormément de choses sur à la fois le processus de production, mais finalement toutes les étapes de la réalisation d'un film, puisque une des caractéristiques de son activité d'attaché de presse, c'est que ça va lui permettre de suivre parfois de l'écriture du scénario à la diffusion, à l'exploitation, à la commercialisation des films. Ça va lui permettre de suivre un petit peu toutes les étapes et donc d'apprendre, d'emmagasiner et d'apprendre énormément en faisant la rencontre de gens évidemment extrêmement talentueux, les gens de la Nouvelle Vague notamment, hein, comme Alain Resnais, Godard, Varda, etc., Chabrol, mais aussi des cinéastes américains, voilà, comme John Ford, John Huston, Samuel Fuller, Fritz Lang, etc., etc. Donc ça, c'est un apprentissage à nul autre pareil, et Tavernier
se plaçait vraiment de ce point de vue-là, hein. Il disait mon activité d'attaché de presse, que ce soit d'abord avec Georges de Beauregard ou ensuite quand il développe sa propre activité avec Pierre Rissian, c'était une manière de continuer mon apprentissage finalement. Et de continuer mon apprentissage, notamment en attendant d'être assez mûr pour devenir cinéaste. Ça, c'est quelque chose aussi que je trouve étonnant quand on regarde sa biographie, hein. C'est qu'il a le désir de devenir réalisateur, qu'il anime depuis assez longtemps, mais suite, en effet, à sa participation à 2 films à sketch, donc Les Baisers, j'ai oublié le second titre, mais il réalise 2 sketchs dont il n'est pas très satisfait, il a l'impression qu'il copie un peu les méthodes hollywoodiennes, que c'est un peu du pastiche et que ça ne correspond pas finalement à quelque chose de profond qu'il a en lui et qu'il voudrait montrer. Sa femme, à l'époque, Colo Tavernier, lui a dit à cette époque c'est assez bébé ce que tu as fait, quoi. C'est pas abouti, tu manques de maturité en fait. Et Tavernier en fait s'est dit effectivement là j'ai rien à raconter, quoi. Je suis pas assez voilà, j'ai je sais pas entre 25 et 30 ans, je suis pas assez mûr, j'ai pas assez vécu, j'ai pas assez réfléchi sur la vie et sur voilà, sur ce que je pourrais être en tant que cinéaste, mais pour l'instant, je suis pas cinéaste et j'ai pas d'histoire à filmer, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose que je pense, voilà, on gagne à considérer aujourd'hui. Alors, je ne veux pas du tout, comment dire, quand on voit la jeune génération, par exemple, qui est avide de réaliser des films, etc., et c'est très bien, et je ne veux pas du tout suggérer ici que c'est pas c'est pas bien de vouloir devenir réalisateur à 18-20 ans, etc. Mais c'est quand même quelque chose à méditer, je trouve. Tavernier s'est dit, ben voilà, là, je suis pas prêt. Et par contre, le moment où il a réalisé son premier film, L'Horloger de Saint-Paul, il avait 31 ans, je crois, là, il avait suffisamment de temps de maturation pour qu'enfin, il se dise, voilà, là, je vais me jeter dans le bain et j'ai bien réfléchi à ce que je veux faire. Et il fait un film qui remporte le prix Louis Deluc et qui déjà synthétise absolument toutes les obsessions qu'on retrouvera ensuite chez Tavernier. Donc c'est la chercheuse Lynn Higgins, qui est la spécialiste de l'œuvre de Tavernier, la chercheuse américaine, qui voit dans ce film vraiment la matrice de son œuvre, en disant que tout y est un petit peu déjà, alors que finalement c'est un film qui réalise encore relativement jeune par rapport aux standards d'aujourd'hui, quoi, juste passé la trentaine. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and